Écoutez, pour l'instant, très bien. Je suis arrivé hier. Bon, c'est un lieu magnifique, un très bel accueil. Il y a un esprit différent des autres festivals, parce que le festival a un but aussi un petit peu différent. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai fait qu'une seule présentation, mais ça se déroule très bien. Moi, j'ai fait 10 longs métrages. Il se trouve que cette année, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de rétrospectives. Heu, donc c'est un moment où on s'arrête un petit peu et on regarde derrière. Pour les spectateurs, bah, c'est normal, ce ne sont que des films. Pour moi, ce sont vraiment des moments très précis de ma vie, en fait. Donc tous les événements de ma vie, je les relie à, où est-ce que j'en étais par rapport à tel film? Est-ce que j'étais en écriture, en montage, en promo? Donc en fait, les films sont des tranches de vie, de manière générale, qui englobent aussi un film. Donc Nocturama et La Bête, bah, voilà, c'était des moments de vie, très différents. Donc tous les films, ont une place, importante, mais surtout très différente parce que ce sont des périodes différentes. Alors c'est quelque chose que j'ai peu souvent abordé frontalement. Je ne l'ai jamais fait autant qu'avec La Bête. Heu, mais c'était un désir d'ailleurs, pour la première fois d'aborder ce sentiment, frontalement. Je l'ai abordé dans d'autres films, mais pas de cette manière-là. Là, c'est, pour aller vite, on pourrait dire un mélo, donc il y a un côté très premier degré par rapport à ça. Ça n'a pas été simple parce que ça demande une forme d'impudeur parfois que je n'ai pas toujours. Mais je suis content d'être arrivé à avoir exprimé certaines choses avec ce film. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, intime, il y a une phrase de Robert Bresson que j'aime beaucoup. Il dit: «L'œil va vers l'extérieur, l'oreille vers l'intérieur». Et parfois, des choses les plus intimes, faut pas les montrer. C'est peut-être le son, faut les dire. Si je prends une image, n'importe laquelle, même une image abstraite, et que je vous demande de la décrire, on va tous décrire la même chose. Là, il y a un ciel, il y a une fenêtre, ou même si c'est de l'abstraction, un tableau de Pollock, bah là, il y a des taches, elles sont bleues, jaunes, vertes, etc. Si on met un son, par exemple, on va avoir du mal à trouver un langage pour le décrire. On va dire c'est un peu bas, c'est un peu machin, mais c'est à moins de rentrer dans quelque chose d'extrêmement technique. Et donc cette difficulté à définir rend les choses plus intimes par rapport à ça, je trouve. Bah, que ce soit les musiques, préexistantes ou les musiques, que moi je fais tous les choix ou les compositions pendant l'écriture du scénario, très en amont. Dans le cas des musiques que je fais moi, je dis pas que je les termine, mais en tout cas, quand le scénario est fini, j'ai quand même énormément de musiques qui iront dans le film. Et pour moi, c'est une manière de dire que la musique, est aussi narrative qu'un dialogue ou une didascalie, qu'elle est pas là pour illustrer quelque chose ou pour se coucher sur une scène, mais qu'elle est là de manière très précise avec un début, une fin et qu'elle raconte quelque chose. J'aime bien l'idée que, la mise en scène, le scénario et la musique vont l'un avec l'autre et ne s'empilent pas en fait. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles je pense très tôt. On m'en a proposé un peu, et je crois que parce que j'aime le cinéma et que j'aime la musique, je suis pas fou des clips. Après, il y a des clips que je trouve être des petits bijoux, mais c'est un imaginaire étrangement, alors que je connais bien les 2, enfin, qui est étrangement loin de moi, quoi. Comme si c'est pas à cet endroit-là que ça devait se mélanger pour moi. Donc non, pas vraiment, non. Bah, en fait, c'est une nouvelle que je connais depuis longtemps, mais j'avais jamais pensé à adapter. Et quand, j'ai eu envie, parmi d'autres envies, de m'approcher un peu du mélo et cetera, et ça m'a ramené à ça parce que jamais j'aurais pu moi inventer un argument aussi, bouleversant et aussi poignant que celui que Henry James avait écrit. Donc je suis repassé à cette nouvelle, et après j'ai eu envie quand même,
d'être d'un côté très fidèle et de l'autre très infidèle. Alors fidèle, je le suis sur l'argument, il y a plein de dialogues qui viennent du livre, etc. Et infidèle avec l'envie de l'exploser dans le temps, sur différentes périodes, en mélangeant les genres. Donc voilà, mais tout ça faisait partie d'envie de base, le mélange des genres, le mélange des époques, le mélodrame. Et donc je suis parti de ce texte de 50 pages pour vraiment l'exploser en fait. Ouais. Bah, c'est quelque chose que j'ai fait dans pas mal de films en fait. L'Apollonie de Saint-Laurent. Et en fait, ça répond toujours à une question ou à un problème. Par exemple, si vous citez Nocturama, comment faire comprendre que des événements se déroulent exactement en même temps. Donc, on revient en arrière, on change de point de vue, on met un marqueur sonore, par exemple, et on comprend que pendant que machin est là, machin faisait ça. Et pour le spectateur, ça devient un peu évident. Voilà. Mais la plupart des inventions, enfin, je sais pas, le mot est un peu fort, mais des trouvailles formelles, elles viennent avant tout d'un problème c'est pour résoudre un problème ou pour répondre à une question. C'est pas une recette, hein, c'est du tâtonnement en fait. Voilà, c'est vraiment du tâtonnement qui vient très tôt à mon bureau. Par exemple, les deux films dont vous parlez, beaucoup de gens m'ont demandé si le montage avait été long parce qu'il est complexe. Et en fait, les films finis ressemblent extrêmement au scénario. Il n'y a pas tellement d'invention de montage. Le montage, il sert à autre chose. Il sert à monter, quoi. Mais tout est écrit comme ça dans le scénario. Donc c'est cette espèce d'équilibre, et j'y pense vraiment très fort à mon bureau, en prépa. Et encore une fois, hein, c'est pas être formel pour être formel, hein, c'est pour essayer de trouver la meilleure manière de faire passer quelque chose. Alors, c'est pas après la sortie de Nocturama, en fait, parce qu'après la sortie de Nocturama, enfin, à la sortie de Nocturama, c'est un film dont l'accueil a été très compliqué, parce qu'il a été très associé aux attentats de 2015 en France. Et donc, il a été vu presque comme un commentaire d'attentat islamiste, ce qui n'est pas du tout le cas. Et il a fallu attendre 2 ans, je pense, à peu près, pour que le film soit vraiment vu pour ce qu'il était. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le film sur lequel je reçois le plus mais vraiment de courriers, de gens, en effet, assez jeunes, qui me disent globalement que c'est un film très important pour eux, un film qui les représente, qui les comprend, qui les regarde, en fait. Voilà. Il n'y a pas une raison. C'est pas le type de banlieue qui veut faire exploser machin. C'est pas le bourgeois qui est un peu anarchiste années 70. C'est un truc qu'on m'a reproché à la sortie, mais auquel moi je tenais. Je voulais pas stigmatiser une forme de jeunesse ou un personnage, etc., mais montrer que la colère ou la rage, elle peut être absolument partout pour des raisons différentes. Et j'avais pas envie de psychologiser tout ça, etc. C'est pour ça que c'est un film qui fonctionne plutôt par des actions que par des mots. Ça, j'y tenais beaucoup. On me l'a reproché, hein, mais à me dire, mais on comprend pas pourquoi ils font ça. Mais on a envie de leur dire, mais alors, si vous lisez le journal, si vous allez dans le métro, vous allez dans la rue, voilà, on comprend. On n'a pas besoin de mettre les mots. Ce qui m'intéressait, moi, c'était le comportement de cette jeunesse, et le fait qu'une fois que tout explose, eh ben, ils sont aussi démunis, parce qu'on n'est plus dans les années 70. C'était cette contemporanéité que je voulais aussi montrer.